Bonjour chers étudiants, c'est avec une joie immense que je vous retrouve au niveau 2 dans le cadre d'une autre unité d'enseignement. J'espère que vous portez tous très bien et surtout que vous respectez strictement les règles d'hygiène prises pour contrer la pandémie liée au coronavirus. L'unité d'enseignement qui fera donc l'objet de nos rencontres les prochains jours est intitulée Thermodynamique et échange thermique. Alors, cette unité d'enseignement est structurée comme suit, scindée en deux parties. La première partie sera la thermodynamique appliquée. Pourquoi appliquée? Parce que, rappelez-vous, au niveau 1, dans le cadre du cours de physique 1, une partie était consacrée à la thermodynamique classique, qui sert d'ailleurs de prérequis pour la thermodynamique appliquée. Cette partie sera animée par moi-même, André Tala. La deuxième partie, qui sera consacrée aux agents thermiques, sera animée par le professeur Ken George Elambo. La leçon introductive qui fait l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui est structurée comme suit. Nous commençons par faire des rappels sur la thermodynamique classique que nous avons vue au niveau 1. Ensuite, nous dirons un mot sur le rôle que peut jouer un fluide en thermodynamique. Puis, nous allons dérouler le contenu de la leçon dans sa globalité qui fera l'objet de nos rencontres les prochains jours. Alors, à titre de rappel, d'abord la thermodynamique, c'est ce domaine scientifique qui établit la relation entre la chaleur, le travail et l'énergie. De façon spécifique, la thermodynamique évalue l'évolution de ces grandeurs physiques à partir des états d'équilibre. Quant aux échanges thermiques, il s'intéresse du mécanisme de l'évolution d'un système thermodynamique entre deux états d'équilibre. Vocabulaire de la thermodynamique. D'abord, un système. Un système, c'est un corps ou un ensemble de corps délimités dans l'espace. En revanche, un système thermodynamique, son étude nécessite l'utilisation d'une variable liée à la température ou à l'énergie interne. On entend par système en interaction avec d'autres corps, tout système qui échange de l'énergie sous forme de travaux ou de chaleur avec ses corps et qui constitue l'extérieur au système. Donc voilà le système thermodynamique. Voilà les corps extérieurs au système thermodynamique. Et quand il y a donc échange de chaleur ou de travail avec le système thermodynamique, on parle d'un système en interaction. L'univers est l'ensemble système thermodynamique, corps en interaction. Alors, l'univers, c'est donc l'union de toutes ces entités-là. En d'autres termes, l'univers, c'est un système isolé. Alors, parlons maintenant des variables d'état, des variables extensives et des variables intensives. D'abord, les variables d'état. Une variable d'état, c'est tout simplement une variable macroscopique qui décrit les propriétés d'un système thermodynamique. Exemple, la pression, le volume, la température, le nombre de moles. La longueur d'un pendule pesant ou simple, toutes ces variables représentent ce qu'on appelle les variables d'état. Une équation d'état, elle, c'est toute équation qui relie les variables d'état pour caractériser un état d'un système thermodynamique. Alors, qu'entend-on par variable extensive? C'est toute grandeur relative au système entier et qui a cette particularité d'être additive lors de la réunion de deux systèmes. Par exemple, la masse, le volume, le nombre de moles d'énergie interne représentent les variables extensives. Concernant les variables intensives, il s'agit des grandeurs définies en un point et qui ne dépendent pas de la quantité de matière. Exemple, la masse volumique, la pression, la température, le volume molaire, etc., constituent les variables intensives. En fait, ces variables ont cette particularité de ne pas être additives. À titre illustratif, si nous prenons une maison, on ne saurait dire que la température de cette maison est égale à la somme des températures des différentes pièces de la maison. Mais la température est bel et bien une variable
intensive. Alors, passons maintenant aux fonctions thermodynamiques. D'abord, la fonction d'état. Une fonction d'état, c'est tout à titre de rappel, c'est toute fonction qui dépend uniquement des états d'équilibre et non du chemin suivi. Par exemple, l'énergie interne, c'est une fonction d'état, l'entropie, c'est une fonction d'état, et l'enthalpie, c'est également une fonction d'état. Il existe en revanche des fonctions qui sont liées au parcours, et ces fonctions ne dépendent pas du chemin suivi au cours d'une transformation entre deux états d'équilibre. À titre illustratif, la chaleur, le travail, etc. ne sont pas des fonctions d'état. Donc, ce sont des fonctions qui dépendent du chemin suivi. Pour illustrer cela, imaginez que vous partez de l'entrée de l'école de travaux et que vous voulez vous rendre au total Mélène. Il y a deux possibilités ou plusieurs possibilités. Si vous partez de l'entrée de l'école de travaux au total Mélène en passant par Mini-Ferme, on peut évaluer la chaleur et le travail que vous avez dépensé. Mais si vous décidez de passer par Mokolo, ensuite Messa, et puis vous arrivez à Emea et vous remontez pour arriver au total Mélène, là aussi, on peut évaluer le travail et la chaleur dépensés par ce parcours. Vous convenez avec moi que ces entités seront parfaitement différentes parce que vous auriez dépensé plus de travail et plus de chaleur quand vous empruntez le second chemin. Dans ce genre de fonctions sont dites fonctions qui dépendent du chemin suivi ou alors qui ne sont pas des fonctions d'état. Alors, rappelons le premier principe de la thermodynamique. Il stipule que la variation d'énergie interne d'un système, c'est égal à la somme des travaux et des chaleurs échangées avec l'extérieur. Alors, sous forme infinitésimale, nous écrivons que la différentielle de U, c'est égal à la variation du travail plus la variation de la chaleur. Constatez que nous avons écrit D droit devant U et delta devant W et Q. Ceci traduit qu'on a effectivement affaire à une fonction d'état. Autrement dit, de façon plus mathématique, une fonction d'état a une différentielle qui est totale exacte. En revanche, ceci, vous voyez, on a écrit delta parce qu'il ne s'agit pas de fonction d'état. Vous voyez donc que si nous intégrons cette fonction, nous arrivons à ceci. Alors, on ne saurait écrire delta devant W et Q. En le faisant, cela ne signifie absolument rien. Fonction enthalpie. Nous rappelons la définition de la fonction d'enthalpie qui est la somme de l'énergie interne et du produit de la pression par le volume. Sous forme différentielle, nous écrivons que dH est égal à delta Q plus V dP. Bien entendu, il suffit de différencier cette fonction. Nous l'avons fait au niveau 1 et vous arrivez aisément à cette forme différenciée de la fonction enthalpie. Toujours dans les rappels, deuxième principe de la thermodynamique, alors vous vous rappelez, son énoncé est tout simple. On dit qu'on ne peut pas réaliser une machine thermique avec une seule source de chaleur. Écrit sous forme mathématique, enfin. Après développement, on arrive à cette relation qui s'écrit que la différenciation de la fonction entropie est supérieure ou égale à delta Q sur T extérieur. Delta Q, c'est la chaleur échangée par une source de chaleur avec le système thermodynamique. Et T extérieur, c'est la température de la source de chaleur. En rappel, toute source de chaleur, c'est toute source qui voit sa température constante, quels que soient les échanges d'énergie avec un système thermodynamique. Alors, quel rôle peut jouer les fluides en thermodynamique? Un fluide joue tout simplement le rôle de caloporteur, autrement dit, le fluide stocke de l'énergie et transporte cette énergie vers le point d'utilisation. À titre illustratif, prenons l'exemple d'un moteur à vapeur. Dans la chaudière, on apporte de la chaleur à l'eau qui passe de l'état liquide à l'état vapeur. Ensuite, la vapeur produite se détend dans la turbine et la turbine se met en mouvement. Dans l'axe de la turbine qui tourne, on a donc un moteur. Nous voyons donc que la turbine, après la détente,
On a tout simplement converti l'énergie calorifique en énergie mécanique. Alors, nous allons maintenant dérouler le contenu de la leçon qui fera l'objet de nos rencontres les prochains jours. Alors, le premier module sera consacré aux propriétés de la matière. L'objectif spécifique de ce module sera de comprendre le comportement de la matière, élément de base de la thermodynamique appliquée. Ensuite, nous consacrerons le module 2 à la statique des fluides. Nous avons 3 objectifs spécifiques dans ce module. Le premier, ça sera repréciser la notion de pression exercée par un fluide au repos. Ensuite, nous allons dégager la notion de compressibilité d'un fluide. Et enfin, nous allons établir la relation fondamentale de la statique des fluides. Le module 3 portera sur les diagrammes thermodynamiques, notamment le diagramme de Clapeyron, où nous avons la pression en ordonnée et le volume en abscisse. Ensuite, le diagramme anthropique, où nous avons la température en ordonnée et l'entropie en abscisse. L'objectif spécifique de ce module sera de comprendre les principes physiques qui fondent ces diagrammes que nous utilisons énormément en thermodynamique classique. Le quatrième module sera consacré à 2 autres diagrammes, notamment le diagramme de Mollier pour la vapeur d'eau, où nous avons l'enthalpie en ordonnée et l'entropie en abscisse. Puis le diagramme frigorifique, où nous avons le logarithme décimal de la pression en ordonnée et l'enthalpie en abscisse. L'objectif de ces 2 diagrammes sera de comprendre, voilà, de ce module sera de comprendre les principes physiques qui fondent ces diagrammes-là, qui sont utilisés pour le dimensionnement des machines thermiques. Nous allons consacrer un 5e et dernier module à l'introduction de la centrale thermique à vapeur et de la machine frigorifique. Il s'agira ici de comprendre le principe de conversion de la chaleur en énergie mécanique ou d'une énergie mécanique en chaleur moyennant un fluide thermodynamique. Alors, avant de nous séparer, je sais que beaucoup d'entre vous continuent à se demander concrètement, la thermodynamique sert à quoi dans le secteur de BTP? Il faut rappeler qu'il n'y a pas un seul domaine scientifique qui n'est pas concerné par la thermodynamique. Alors, pour vous permettre de bien comprendre, nous avons 2 petites vidéos que nous allons regarder avant de tirer une conclusion. Bon, la première, il s'agit d'une pompe à béton. Alors, vous voyez, en fait, ce camion, c'est une pompe. Elle est en train d'aller se déployer pour le coulage d'une dalle à un niveau très supérieur. Le camion se dirige. Comme nous le voyons, le camion se dirige vers le site du projet. Alors, une fois sur le site du projet, la première chose, c'est déployer les supports de renfort. Se rappelez-vous, pendant la procédure de pompage, il y a énormément de vibrations qui peuvent déstabiliser le camion pompe. Là, il y a alors le déploiement des supports de renfort pour réduire la vibration ou alors pour stabiliser, pour augmenter la stabilité de cet ensemble. Parce que par la suite, rappelez-vous que lorsque la tuyauterie doit se déployer, vous voyez, si elle doit passer support, il peut y avoir déséquilibre de l'ensemble. Une fois les supports de renfort déployés, maintenant, on passe au déploiement de la tuyauterie. Alors, tous ces bras ne sont ni plus ni moins que pour diriger la tuyauterie qui va transporter le béton vers le niveau où se trouve la dalle. Vous voyez, donc il y a déploiement de ces bras-là sur lesquels est fixée la tuyauterie qui doit transporter du béton.
Voilà, vous voyez. Alors, il y a déjà une question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qui, au moins de quoi, il y a ce travail mécanique qui est en train de se mettre en jeu? Rassurez-vous, une fois de plus, c'est la conversion de la chaleur en énergie mécanique. Vous voyez, c'est de la pure thermodynamique. Tout le reste, c'est purement de la mécanique des articulations. Voilà. Dans le bras est en train de se déployer. Maintenant, la bétonnière, le camion bétonnière est en train de se diriger pour libérer le béton qui a été formulé et préparé dans le silo qui doit alimenter la pompe proprement dite, la pompe à béton proprement dite. Donc, voilà la bétonnière, voilà. Le béton est préparé et puis est en train d'être cheminé dans le silo d'alimentation de la pompe. La pompe peut donc pomper le béton vers ce niveau plus élevé pour dans le coulage de la dalle. Voilà. Voilà le béton qui est donc pompé. Et la dalle peut être coulée aisément. Voilà. L'alimentation du silo d'alimentation de la pompe à béton. Voilà, le travail terminé. Les éléments du camion pompe à béton peuvent donc être rangés. Les supports en forts, et bien entendu, la tuyauterie, le bras qui supporte la tuyauterie. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tantôt, tous ces éléments, enfin, tout ce principe mécanique a été obtenu à partir du travail, enfin, de la chaleur. Donc, la chaleur était produite. Vous voyez que là, dans le camion, il n'y a que du fioul qui est brûlé. C'est à ce moment-là qu'on peut donc convertir en énergie mécanique pour faire ce travail-là. Alors, un mot pour voir comment concrètement ces pompes fonctionnent. Bien entendu, nous sommes à des versions très évoluées. Parce que rappelez-vous, la technologie évolue très, 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 très vite. Alors, vous voyez donc, ça, c'est la tuyauterie qui est donc supposée transiter le béton du point de stockage au point d'utilisation. Alors, vous voyez donc, il y a le tube et les raccords qui sont en contact. Vous voyez, la technologie est tellement évoluée. Et voilà la pompe proprement dite, donc, qui est en rotation. Vous voyez que c'est équipé de deux rouleaux. Et la tuyauterie qui transite la pompe est souple. Vous voyez, aussi simple que ça. Enfin, entre guillemets. Et bien entendu, la question, ce travail mécanique de la pompe-là, qu'est-ce qui l'alimente? Bien entendu, c'est une fois de plus la chaleur qui est convertie en travail mécanique qui alimente donc la pompe. Voilà, voilà, chers amis, pour cette leçon introductive. J'espère que vous avez très bien suivi où nous irons lors des prochains jours. Je souhaite une fois de plus excellente santé à chacune et à chacun d'entre vous. Et rendez-vous prochainement pour le premier module de ce cours qui sera porté sur les propriétés de la matière. Je vous remercie. Au revoir.